Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la capsule manga. Il y a quelques temps, j'ai remarqué qu'en fait parmi les nombreux mangas que j'avais lus, très vite j'ai lu des mangas sur les samouraïs. Que ce soit Kenshin le vagabond de Watsuki, l'habitant de l'infini de Samura ou alors Vagabond de Inoue. Avant de lire du Hirata qui est spécialisé là-dedans. Et là j'ai eu la mauvaise idée de me dire mais comment le samouraï a évolué à travers le temps et au travers du médium du manga. Et du coup, à force de gratter, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et là, j'ai eu envie de vous faire tout un historique complet de cette évolution. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers une série de plusieurs vidéos. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. Avant de commencer cette vidéo, il est important que je vous parle de trois terminologies pour que vous puissiez mieux comprendre. Le premier, c'est le jidaimono. Le jidaimono, généralement, ce sont des pièces de théâtre qui se déroulent durant l'époque féodale. Elles sont souvent composées d'événements, de personnages ou de batailles historiques. En gros, le terme pourrait être traduit par pièce historique ou récit d'époque. Et on applique le terme jidaimono pour les mangas, et souvent ce sont des mangas dits historiques qui incluent bien sûr des samouraïs. Il y a aussi le jidaigeki qui est à peu près la même chose, mais qui va surtout s'appliquer pour les codes du cinéma. Et le dernier mot, c'est du shambhala, qui est plus des combats de sabre qui s'appliquent autant au théâtre qu'au cinéma. C'est tout pour les explications sur ces trois mots, et il faut savoir qu'en fait, généralement, les récits se passent pendant l'époque féodale. Ça s'étend du 8e vers le 19e siècle. Et ça passe par les périodes Heian, Sengoku ou Edo pour les plus connus, puisqu'il y a eu d'autres ères aussi qui sont associées à cette période. Alors chaque période a bien sûr sa particularité, mais grossièrement, je pourrais dire que chaque période a de nombreux conflits internes dans le territoire. Il y a énormément de guerres intestines des clans qui veulent agrandir leur territoire, c'est très souvent la famine pour les paysans, et les castes de guerriers sont le plus important dans une société de plus en plus hiérarchisée. Voilà pour le point histoire. Alors sans être fan du Japon, vous savez que nos chevaliers en armure et en épée chez nous sont l'équivalent chez eux du samouraï à sabre ou à katana. Et c'est donc normal que le samouraï soit présent dans les histoires, dans les médias culturels, et ce depuis très longtemps dans l'inconscience japonaise. Alors le samouraï aujourd'hui il a été quand même très idéalisé. Entre les valeurs guerrières, le patriotisme, le respect, l'honneur, la rigueur de leur code et surtout d'être toujours prêt à se sacrifier. Et c'est une image en fait qui de génération en génération s'est idéalisée pour devenir l'emblème, le héros japonais par défaut. Le samouraï, ça incarne le Japon. C'est donc normal que cette imagerie va inspirer les enfants très jeunes. Et ils vont grandir avec des préceptes de respect et de justice. Et bien sûr, les enfants vivront des aventures épiques en incarnant des personnages célèbres comme Soji Okita ou alors Izami Kondo du Shizengumi ou encore le célèbre sabreur Miyamoto Musashi. L'objectif de la vidéo, c'est pas de comparer la réalité qu'étaient les samouraïs et leur représentation dans les mangas. Ça, c'est un sujet d'étude universitaire avec de nombreuses sources. Mais plutôt de voir comment les samouraïs ont été représentés dans le manga à travers de nombreux exemples que j'ai pu trouver. Et ce depuis les 100 dernières années, c'est-à-dire des années 1920 jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, ce n'est pas une sélection exhaustive, puisqu'il y a bien trop d'œuvres sorties en 100 ans. Je vais majoritairement citer des titres centrés sur les samouraïs, mais vous ne étonnez pas de voir des fois des récits d'époque ou des récits sur les ninjas. Généralement, il y a toujours des samouraïs qui sont représentés dedans. Alors commençons, nous sommes en l'an 1400... Non, je déconne, on va pas faire un cours d'histoire. En fait, je vais passer toute la partie estampes, etc. Je vais directement commencer aux années 20 au niveau des mangas. Alors commençons d'abord avec l'avant-guerre. Le premier manga, c'est Manga Taro de Shigeo Miyao, publié en 1922. Alors c'est le tout début, c'est une époque où le yonkoma, le manga en 4 cases, était la norme dans les journaux. Et c'était donc le premier samouraï pour les enfants. Et ici, on reste encore sur le tout début, c'est-à-dire qu'il y avait encore le texte qui était à côté de la case, c'était pas dans une bulle. Ou encore le manga Dango Kishinosuke en 1924 du même auteur, qui narre les histoires d'un jeune samouraï errant doté de super pouvoirs. Et c'est un livre qui a été réimprimé 100 fois en 10 ans, c'est énorme pour l'époque. Il y a un dernier manga d'avant-guerre de 1935, Les aventures d'Atanosuke, de Kikuo Nakujima, qui va connaître un énorme succès. Et c'est l'histoire d'un jeune samouraï intrépide et intelligent au service de son seigneur, qui, en plus de son sabre, est aussi muni d'un lasso. Ces mangas d'avant-guerre sont destinés à la jeunesse, mais ça montre surtout la figure du héros. Le héros droit, justicier, patriotique, celui qui est intelligent et surtout qui déjoue les pièges de ses ennemis. Ce sont souvent des récits légers qui mêlent comique et action. N'oublions pas que le Japon à cette époque-là est un empire colonialiste et expansionniste. Et c'est donc toutes les valeurs patriotiques du pays qui sont véhiculées au travers des samouraïs et donc au travers des enfants, ce qui correspond plutôt aux attentes de la nation. Et d'ailleurs on pourra le voir puisque pendant que la guerre éclate, les mangas vont servir d'outil de propagande. Et on peut le voir avec le manga Norakuro où ce chien va faire la guerre. Tout comme le film d'animation Momotaro, le soldat divin de la mer en 1945, qui a été financé par l'État
pour but de propagande. Et Momotaro, ça reprend aussi le mythe du guerrier avec ses sabres. Une fois que la guerre est finie, vous connaissez l'histoire, le Japon est en pleine reconstruction et surtout, il est sous la censure américaine. Il faudra attendre 1952 pour que cette censure soit abolie. Et cette période, ça correspond au Kamishibai, qui est le théâtre de papier. C'était des panneaux fixes qui étaient accompagnés d'un compteur qui rendait vivant tout ça, et contre l'échange d'achat de quelques bonbons, les enfants pourraient profiter d'histoires épiques. Et le Kamishibai, ça pouvait parler de tout type d'histoires, et bien sûr aussi des histoires de samouraïs, puisque maintenant c'est à nouveau autorisé. Pendant cette période, la représentation est beaucoup plus réaliste, mais il faut aussi le remettre dans le contexte, vu que c'était des panneaux fixes, il fallait aussi que ce soit plus détaillé pour attirer les enfants. Et pour vous montrer quelques exemples rapides, voici des pages comme La nuit des ninjas, Le retour du Jedi, Le clair de lune, L'inspecteur samouraï, et par exemple Tange Sazen, qui est un personnage qui est fictif emblématique et qui va être adapté de très nombreuses fois, on y reviendra dessus. À la fin des années 50, le Kamishibai disparaît au profit des librairies de prêt. Et avec ces librairies, on revient sur du manga. Sauf qu'entre temps, Tezuka est passé par là. Avec son story manga et son trait rond, c'est devenu la référence et tout le monde veut le copier. Et c'est donc naturellement qu'on va retrouver de nombreuses œuvres au trait très rond et avec beaucoup d'humour. Quand ça marche, on copie. Depuis 1947, c'est surtout les titres de science-fiction qui sont à la mode. Et en fait, en 1954, il y a une série qui va changer la donne. Et cette série, c'est Akado Suzunosuke, qui a eu droit à deux auteurs, Eiichi Fukui et aussi Tsunoyashi Takeshi. Et en fait, ils ont fait un manga en 10 volumes qui ont été publiés en 1954. Et en fait, le premier auteur est mort au bout d'un an d'épuisement au travail, le Koroshi. Comme quoi, ce problème date pas d'aujourd'hui. Alors l'histoire est assez classique, c'est Suzunosuke, un jeune homme qui veut devenir le plus grand épéiste du monde. On peut pas dire qu'en 100 ans, nos scénarios ont beaucoup changé. Alors petit aparté cinéma, en 1954 sort Les 7 samouraïs de Kurosawa. Et en fait, c'est un film qui va marquer par sa représentation noire et adulte du samouraï. Il a pu aussi se faire remarquer par son côté très humaniste, mais ce film va surtout créer une sorte de hype pour le Jidaideki qui va aussi avoir un impact sur le manga dans quelques années. Parce que là, pour le moment, on va pas se le cacher, le manga c'est pour les enfants et c'est super gentil. Et comme par hasard, en 1954, Tezuka va sortir deux titres. Le premier c'est Benkei, qui est l'histoire d'un moine guerrier rempli d'humour et de gags. Et il adaptera aussi le fameux personnage populaire Tange Sazen dans le même style de divertissement. En 1955, c'est Sugira Shigeru qui va sortir Doron Shibimaru. En fait, il va proposer une version fantasmée des ninjas avec un trait très rond. D'ailleurs, c'est sorti en France chez Imo. Alors il faut savoir que cet auteur est bien plus ancien qu'Osamu Tezuka et il fait partie aussi des pères fondateurs du manga moderne. Cette même année, il y a aussi Yokohama Mitsuteru qui va sortir Otashi no Ken. Il faut savoir que c'est le futur auteur du très célèbre Tetsujin 28 Go. Et il va connaître un énorme succès au même niveau qu'Astro Boy à son époque. Et c'est même un auteur qui va inspirer Tatsumi et Tsuge dans leur enfance, et ça c'est pas rien. Lui va proposer une version un peu plus sérieuse, du moins un trait assez proche, mais sans les gags. Et en parlant de Yoshiharu Tsuge, justement, cette même année, il va lancer un manga qui s'appelle Akuen Yasha, le démon blanc. Alors là, on est très loin de ces œuvres que l'on connaît actuellement, comme La Vis. En 1955, c'est Shotaro Ishinomori, une légende du manga, qui lance sa carrière. Mais c'est qu'en 1957 qu'il va sortir son premier manga sur les samouraïs. Il dessine Firebird Kozetaro qui reste clairement dans les canons narratifs de l'époque sous l'influence de Tezuka. N'oublions pas aussi que ça a été son assistant, donc c'est tout à fait normal. Et en parlant de Tezuka, en 1959, il va sortir deux livres. Le premier c'est Sarutobi, un jeune ninja qui abuse un peu de ses pouvoirs. Le second c'est Le Château de l'Horreur où un seigneur décide de construire un château dans le style anglais et ça va causer pas mal de déboires. Les deux œuvres sont sorties chez Cornelius. Alors pour faire un petit bilan des années 50, en l'état, les mangas qu'on voit aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup évolué par rapport aux mangas d'avant-guerre. Si, bien sûr, en termes narratifs, il y a eu de l'évolution, mais en termes d'ambiance et de représentation visuelle, c'est à peu près la même chose. On est toujours sur des gags, des situations cocasses, on est là pour divertir et pour amuser la jeunesse. Le but reste d'émerveiller et de proposer un bon divertissement. À la toute fin des années 50, on va constater un vrai changement dans la représentation des samouraïs, où le Gekiga s'empare du Jidaimono. Il faut dire que si on revient un petit peu en arrière, en 1956, le Gekiga arrive. C'est un courant qui a pour but de proposer des mangas plus matures, plus adultes, et qui vont essayer d'explorer des nouveaux styles de narration. Et si on devait citer des artistes qui ont été fortement influencés par ce courant et qui va l'appliquer dans le Jidaimono, en premier il y aurait Shirato Sanpei, Goseki Kojima et Kazuo Koike.
et Hiroshi Hirata. Parlons déjà de Shirato Sanpei. Alors c'est pas un auteur comme les autres puisque c'est un des pionniers du Gekiga, mais surtout, il va créer plus tard le magazine Garo. En 1959, il impressionne avec une œuvre en 17 volumes, Ninja Bukeisho. Ce titre est important puisqu'il va marquer la représentation plus fidèle et sérieuse de l'époque. Cette fois, c'est le réalisme qui est le plus à l'honneur avec des thématiques plus matures. Et même la narration se veut beaucoup plus complexe avec de nombreux personnages au destin entremêlés. Quand je parle de réalisme, c'est plus dans sa représentation visuelle et dans son ambiance. Parce qu'on est bien d'accord que les personnages ont très souvent des capacités assez surhumaines, mais bon, on parle surtout de crédibilité dans l'ambiance. Ensuite, il y a Hiroshi Hirata, c'est pas un mangaka, mais un gekigaka, comme il aime s'appeler. Cet auteur, il va mettre beaucoup d'efforts dans la retranscription de l'esprit du Budo et de sa contradiction. Hirata, c'est clair, hein, c'est une référence dans son domaine. Et Hirata, au fur et à mesure des années, il va toujours essayer d'avoir une représentation graphique de plus en plus travaillée, de plus en plus fidèle, avec des histoires réalistes où les samouraïs ne sont pas glorifiés. Et en fait, en 1960, il va proposer Bloody Stump Samurai, qui est un livre qui va être interdit à la vente. En vérité, c'est un manga qui va être interdit par la case des Burakunin aujourd'hui, puisque Hirata dépeignait mal cette caste-là dans le manga, ça n'a pas plu. Mais ça, je vous invite à lire le dossier en fin de volume, puisque ce manga est sorti en anglais. Comme je vous disais avant, il faut savoir qu'Hirata, il s'appelle Gekigaka, donc en fait, il va rester sur son style graphique jusqu'à la fin de sa carrière. Et cette évolution graphique va aussi s'appliquer sur les auteurs comme Shotaro Ishinomori. On peut déjà voir une différence dans l'évolution de son trait, mais surtout dans la thématique beaucoup plus mature avec très peu de gags. Comme par exemple avec Black Wind en 1961, où un ninja est en quête de vengeance contre Ieyasu Tokugawa. La différence est assez saisissante visuellement. Je vous ai parlé du cinéma en 1950 qui avait su marquer les esprits, mais en 1960, il y a aussi d'autres films importants. Déjà en 1961, il y a Yojimbo qui sort. Ça va parler d'un guerrier qui va se battre pour l'argent, et là on s'éloigne du code du Bushido. On est sur des héros qui ont des valeurs morales assez fluctuantes selon la situation. Ça rappelle un manga très important qui est sorti des années 70, Lone Wolf and Cub. Ensuite, il y a Sanjo en 1962. C'est la suite du premier, mais surtout ça va apporter du gore dans les combats de sabre. Cette même année, il y a un autre film qui s'appelle Harakiri. C'est un film très humaniste, mais qui va confronter les valeurs japonaises du Bushido. Et le dernier film, c'est Zatoichi, qui a été adapté de très nombreuses fois. Mais c'est surtout le premier héros populaire des années 60 qui a de très nombreux paradoxes. C'est un masseur aveugle yakuza, parieur, mais qui a un très bon fond. Comme les films des années 50 ont influencé les mangas qui sont arrivés par la suite, ces films-là vont fortement influencer les prochains mangas. Ce qu'on peut voir avec ces films, c'est que l'image du samouraï, elle change. Le héros, il passe un peu du chevalier blanc au guerrier gris. On peut voir qu'il y a plus de profondeur et de paradoxe dans leurs choix et leurs actes. Et c'est ça qui va influencer le manga quelques années plus tard. Si on continue l'histoire, on arrive en 1964 et cette année est une année très importante puisque Shirato Sanpei va sortir le magazine Garo. C'est un magazine avant-gardiste qui veut proposer des histoires alternatives. Mais surtout, Garo va être accompagné par son fer de lance, Kamuden. Kamuden, c'est une fresque épique et engagée sur l'oppression et la domination des classes. Et ça va s'étaler jusqu'en 1971 pour faire 21 volumes de 300 pages au total. C'est énorme. Cette série, je le sais, elle est plus disponible, elle est sortie chez Kana, mais en fait, vous pouvez aller voir vers vos médiathèques, il y a des grandes chances qu'ils les ont, donc sautez sur cette occasion pour lire Kamuden. Kamuden, ça va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, puisqu'en fait, ça va ouvrir à une période très forte pour les récits de Jidaimono. Et ce qui va ancrer les futures productions dans un rendu beaucoup plus sérieux et réaliste. On va en fait oublier le story manga de Tezuka pour le remplacer par le style Gekiga. Je vous avais déjà parlé de Hirata et en 66 il va venir avec une adaptation de Zatoichi. Comme je vous disais, ce personnage était ultra populaire et d'ailleurs c'est un manga de commande. Cette même année il publiera Tueur, qui est l'histoire d'un tueur qui devra tuer tous ceux qui sont contre les plans de son seigneur. Et pour finir sur Hirata dans les années 60, il va publier L'âme du Kyudo en 1969. Ou comment les seigneurs font une compétition de tir à l'arc, une histoire d'honneur absurde. Et très souvent, il s'inspire de faits réels qu'il adapte. Revenons sur Shotaro Ishinomori, son style avait déjà évolué au début des années 60 et là il va revenir avec Sabu Eiichi en 1966. Alors c'est une œuvre qui est impressionnante de références culturelles et qui va suivre la vie de deux enquêteurs qui devront résoudre des enquêtes de meurtre. Et là l'auteur, on sent qu'il s'est fait plaisir à retranscrire l'époque et nous expliquer les coutumes qu'il y avait à ce moment-là. Lisez Sabu Eiichi, c'est génial et c'est disponible chez Kana. Alors si visuellement le début se veut encore dans le style de Tezuka,
très rapidement, il va faire évoluer son trait pour avoir le trait plus mature qu'on l'a connu au début des années 60. Et en 1969, il proposera Darwin où l'on suivra deux jumeaux que tout oppose. Ce manga propose un trait plus mature et on voit déjà la différence en quelques années encore. Puisqu'on parle d'Ishinomori, on va parler de Tezuka, on est d'accord. En 63, il va proposer son adaptation du Shisengumi, ce groupe de samouraïs qui était en charge de la protection de Kyoto. Ça a été publié chez Delcourt dans l'Histoire pour tous numéro 13. Et dans un registre plus fantastique, en 1969, il y a eu Dororo. Et à la lecture de Dororo, on voit de suite le changement dans le trait et l'ambiance beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature. Le Gekiga est passé par là, mais ça vous le savez puisque vous avez déjà vu ma vidéo dédiée à Dororo, on est d'accord? Alors si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion. Et Dororo est publié chez Delcourt Tonkam. Tout à l'heure, je vous parlais de l'adaptation de Zatoichi, mais on ne va pas oublier Tange Sazen, qui lui aussi ne sera pas en reste. Ça sera publié par deux mangaka, Sutaru Ozawa et Jiro Kuwata. Pour résumer les années 60, on peut dire que c'est la démocratisation du Gekiga. Et le Jidaimono absorbe les codes du Gekiga pour proposer des histoires plus matures, plus violentes, incluant du sexe, avec des thématiques adultes. Mais cette représentation de la violence, c'est un sujet qui aura bien sûr beaucoup de controverses, mais beaucoup d'auteurs ont fait leurs armes dessus. Mais les années 60, c'est aussi la disparition des librairies de prêt au profit des magazines de prépublication. Et si les magazines de shonen et shoujo ont fleuri assez vite, les magazines seinen se sont surtout développés dans les années 60. On arrive bientôt à la fin de cette première partie et on va attaquer le début des années 70 avant de s'arrêter. Les années 70, ça va être une décennie charnière pour le genre. Le genre va être prolifique et il va y avoir des œuvres cultes qui vont être créées durant cette décennie. Mais c'est surtout avec un duo d'artistes, Kozeki Kojima et Kazuo Koike, qui va permettre le genre d'atteindre son apogée. Parce que cette époque, en plus de l'influence cinématographique, a évolué pour atteindre ce que le Jidaimono va être dans les années 70. Et le titre le plus culte de cette époque, c'est Lone Wolf and Cub. La particularité de ce manga, c'est de nous proposer un duo aussi inédit qu'inattendu. Un père et son très jeune fils qui vont essayer de se venger du complot qui les ont poussés à devenir assassins. C'est un long manga de 28 volumes de 300 pages qui reprend avec sérieux les codes et coutumes de l'époque. Mais ça par contre, on va en parler beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est beaucoup d'infos, mais j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, les likes, les commentaires, venez nous rejoindre sur le Discord, venez écouter le podcast, venez me rejoindre sur Instagram et Twitter, etc. Venez rejoindre la communauté Bunko, la capsule manga. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule manga.